Le 11 juin dernier, la radio-télévision grecque a cessé d'émettre. Plus de signal. Sous la pression de l'Europe, le gouvernement grec a décidé de sacrifier la radio-télévision publique et ses 2600 travailleurs. Comme un air de dictature, la dictature de l'austérité. En 3 ans, la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, a mis l'État et le peuple grec à genoux. Licenciements par dizaines de milliers, explosion du chômage, 27% en moyenne, 60% chez les jeunes. Explosion de la misère et des suicides. Destruction des services publics, des retraites, de la santé, de l'éducation, de l'environnement. Privatisation sans limite. Tout y passe, même l'eau, les forêts, les plages, la mer, les ports. Tout ça pourquoi ? Pour la rigueur budgétaire et le remboursement de la dette publique, dit la Troïka. Sauf que cela ne marche pas. La dette n'a fait qu'augmenter et la récession asphyxie le pays. Le peuple grec est saigné, l'État est démantelé, la démocratie est piétinée. Et si demain c'était notre tour ? La Grèce est le laboratoire de l'Europe. Déjà, la dictature de l'austérité frappe l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Les peuples sont saignés. Les parlements sont mis au pas, dépossédés petit à petit de leur pouvoir. Et la plupart des partis politiques acceptent ce coup d'État silencieux sans résistance. C'est le cas ici, en Belgique. En ce moment même, nos parlementaires sont en train d'adopter en silence, presque en secret, sans aucun débat public, un traité européen qui va nous condamner à l'austérité pour de très nombreuses années. Ce traité européen, c'est le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, appelé aussi traité ou pacte budgétaire. Ce traité est un danger majeur pour les droits sociaux et la démocratie. Il vient pourtant d'être adopté au Sénat et à la Chambre sans faire aucun remous. À part Écolo, tous les partis politiques ont voté le texte et ont refusé le débat public sur le sujet. Chez nous aussi, la démocratie est bâillonnée. Malgré tout, le traité budgétaire européen peut encore être bloqué. Il suffirait que l'un des parlements qui ne se sont pas encore prononcés rejette le texte. Le Parlement wallon, par exemple. Le 29 mai dernier, la FGTB wallonne s'est mobilisée avec la CSC francophone et d'autres organisations et citoyens pour réclamer un débat public sur le traité et exiger des parlementaires qu'ils le rejettent, bloquant ainsi son application en Belgique. On veut un débat sur un texte qui doit être approuvé par le Parlement wallon et qui va engager l'avenir de l'ensemble des Wallons pendant 10 ans sur une voie qui ne nous convient absolument pas, puisque c'est la voie de l'austérité à tout crin, c'est une politique d'austérité systématique qui est insupportable pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle fait payer une crise dont les banques et le système financier sont les responsables à des travailleurs qui n'ont rien à voir avec cette crise, c'est la première raison. L'autre raison, c'est qu'on voit dans des pays comme la Grèce ou des pays comme l'Espagne que les politiques d'austérité, ça ne marche pas. Simplement, ça ne marche pas. 10 plans d'austérité en Grèce aggravent en fait l'endettement du pays, ne règlent pas le problème du déficit budgétaire, idem en fait en Espagne, et on nous propose ça comme perspective pour 10 ans, c'est insupportable. Ce traité qui va être ratifié malheureusement vraisemblablement par la Belgique va emprisonner les politiques des différents gouvernements pour des dizaines d'années. Et nous allons dire oui mais ça c'est pas nous, c'est l'Europe qui le veut. Sauf que dans les jours et les semaines qui viennent, c'est la région wallonne qui va donner mandat à l'Europe. Et donc ce qu'on veut c'est un débat là-dessus au minimum. Ce jour-là, le président du Parlement wallon s'est engagé à auditionner une délégation de syndicats et de citoyens dans les prochaines semaines, avant le vote. C'est mieux que rien. Mais le véritable débat public risque pourtant de ne jamais avoir lieu. Tous les parlementaires wallons, à part Bernard Westphal, député indépendant, ont déjà annoncé qu'ils voteront le traité budgétaire européen. Même Écolo, qui s'y est pourtant opposé au Sénat et à la Chambre. Double discours, pensée unique, zéro débat. Hugues Lepage, dans une de vos dernières chroniques sur les ondes radio de la RTBF, vous avez dénoncé le double langage de nos élus à propos de l'Europe. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce double langage ? Eh bien, à l'occasion de la déclaration de la Commission européenne, quand nous avons échappé à l'amende pour non-respect de certaines règles d'austérité,
la Commission a énoncé un certain nombre de règles qui renforçaient, au contraire, l'austérité. Et nous avons vu à cette occasion, dans les partis politiques, notamment d'abord le Parti socialiste, en la personne de son président, Paul Magnette, un discours très courroucé, qu'on pouvait tout à fait comprendre, en disant « mais cette commission n'a aucune imagination, c'est une commission de droite, ce sont les recettes du libéralisme, c'est toujours la même chose, et l'emploi, et l'avenir, etc. » Bon, très bien, je pense que c'était une réaction justifiée, mais dès lors, on pouvait se demander si, du coup, les parlementaires socialistes n'allaient pas s'opposer au traité budgétaire qui reprend les mêmes dispositions et les aggrave même. Or là, pas du tout. On a vu déjà en commission, et on verra que, sauf contre-ordre de dernière minute, que les parlementaires socialistes voteront peut-être pas comme un seul homme, mais en tout cas avec une écrasante majorité en faveur du traité européen. Il y a donc là un double discours qui n'est pas l'apanage du PS d'ailleurs, parce qu'on a bien vu Écolo aussi qui fonctionne, je dirais, à géométrie variable, en s'opposant au traité au Parlement fédéral parce qu'ils sont dans l'opposition, et en adoptant avec quelques réserves, mais qui n'auront aucune valeur juridique dans les assemblées régionales parce qu'ils participent là à la majorité. Et ça me semble extrêmement grave, et sur le fond, et sur la forme aussi, parce que on se plaint beaucoup à juste titre de la montée du populisme, de la dévalorisation du discours politique, mais mener ce double discours, c'est encore un peu plus creuser le fossé entre les politiques et les citoyens. Donc je trouve là que les responsables politiques de gouvernement, qui se disent extrêmement responsables et qui justifient leur attitude par rapport à l'Europe en fonction de leurs responsabilités, sont très irresponsables en termes, je dirais, de citoyenneté et de débat politique. Là, on assiste à une véritable confiscation du débat démocratique. Il y a un déficit absolu en la matière, ça n'est pas nouveau. D'une manière générale, en matière de politique étrangère, il n'y a pas de débat politique en Belgique. Et sur l'Europe, à quelques exceptions près, la plupart des traités ou des débats de ces dernières années ont été effectivement, comme vous l'avez dit, confisqués. Il n'y a pas eu de débat. Thierry Bosson, vous dites que si la Belgique adopte le traité budgétaire européen, nous allons tous être saignés comme des Grecs. Vous y allez pas un peu fort ? Si on adopte le traité budgétaire, très clairement, les budgets à venir, tant au niveau de l'État fédéral qu'au niveau de la région, vont être des budgets avec des coupes claires importants au niveau des services publics, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la formation des travailleurs, au niveau de l'enseignement, et je pourrais continuer comme ça très longtemps. Donc ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce traité budgétaire va avoir des impacts très importants concernant la vie des travailleurs et des citoyens de ce pays. Et je prendrai un exemple qui, au niveau wallon, nous intéresse au plus haut point. Au 1er janvier 2015, il va y avoir 22 000 jeunes qui vont être exclus des allocations de chômage. Sur ces 22 000, 10, 11 000 qui vont aller frapper à la porte des CPS. Or, les budgets des CPS vont être impactés par les décisions prises ici. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce qu'on pense que ce traité budgétaire européen va asphyxier la jeunesse, donc tous les citoyens, mais en particulier la jeunesse. On l'a vu en Grèce, on a 58% de taux de chômage. Si je ne me trompe pas, en Espagne c'est pareil, et en Portugal ça fait qu'augmenter aussi. Donc pour nous, il faut avoir des investissements de long terme, il faut croire au futur, il faut dire non à l'austérité. Nous on revendique l'enseignement comme réponse à la crise, les services publics comme réponse à la crise. Donc on pense qu'aujourd'hui, en fait, les politiques de court terme vont réellement fausse route et les jeunes n'en veulent pas. Les jeunes disent d'une seule voix, non merci. Ce traité est pour moi, on pourrait le qualifier de traité d'austérité extrême, comme lorsque l'on parle des températures extrêmes, c'est-à-dire créer un milieu où les hommes ne peuvent pas vivre, mais simplement survivre. Qu'est-ce que ça va représenter concrètement comme conséquence pour la vie des gens? Ça nous concerne directement, ce traité? Oh, bien sûr. Pour moi, avec les différentes lois de gouvernance économique qui ont déjà été adoptées par l'Union européenne et qui sont déjà en vigueur, nous sommes déjà dans un train fou qui s'emballe à toute vitesse, en pleine fuite en avant, pour aller droit dans le mur. Aller dans le droit mur, pourquoi? Parce que nous avons bien vu que depuis 2 ans, toutes les mesures d'austérité qui sont prises déstabilisent complètement les économies de chacun des États membres et renforcent la récession, les salaires baissent, les gens ne savent plus consommer, les entreprises ferment ou les entreprises délocalisent. Donc on est en train de planifier des économies de la misère pour la grande partie de la population. Mais avec ce traité, c'est comme si, au lieu de prendre un train normal, on prenait un TGV, un train à grande vitesse, pour aller encore plus vite, droit dans ce mur.
la politique d'austérité est une politique, la politique que prône le traité budgétaire est une politique stupide. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de la Commission européenne qui dit que c'est un piège. Enfin, la règle d'or contenue dans le pacte budgétaire est un piège à con, disait M. Delors. On contraint les décideurs politiques à s'engager dans une seule voie, dans une seule perspective politique, c'est-à-dire le TINA, there is no alternative. Il faut se serrer la ceinture, il faut faire payer la crise à ceux qui n'en sont pas responsables. Point à la ligne, il n'y a pas d'autre politique possible. C'est ça que vise en fait le traité budgétaire. Il faut diminuer absolument tous les standards sociaux. Et nous avons parmi les mesures à prendre cet élément absolument inquiétant qui devrait faire en sorte que tout le monde syndical soit dans la rue, c'est qu'il est mis explicitement dans les critères qui font avancer la compétitivité européenne qu'il faut prendre des mesures pour casser le pouvoir syndical dans sa capacité à négocier les salaires, qu'il faut aussi faire en sorte que l'extension des conventions collectives du travail et la couverture des conventions collectives du travail soit la plus basse possible. Il y est également indiqué que l'ensemble des revenus minimaux actuels, que ce soit en matière de salaire minimum interprofessionnel garanti, que ce soit pour les pensions, que ce soit pour les chômages, doivent aussi devenir les plus bas possibles. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la destruction du modèle social dans lequel nous vivons, c'est la destruction d'un certain nombre d'outils de redistribution de la richesse qui ont été élaborés au lendemain de la guerre, la dernière guerre mondiale. C'est la sécurité sociale, c'est les services publics, c'est la fiscalité progressive, c'est la démocratie économique et sociale, et c'est peut-être simplement la démocratie politique tout court. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans un régime de type aristocratique où finalement une petite caste, en l'occurrence les banquiers et les financiers, ont imposé leur vision du monde et utilisent les hommes politiques, la classe politique comme relais de leur vision du monde. La seule façon de se sortir de cette situation, c'est utiliser la force d'une grève transnationale. Il faudrait que dans les fédérations, par exemple, de secteurs en Europe, ces fédérations sectorielles européennes organisent régulièrement des grèves de 2-3 jours pour vraiment montrer que les peuples et les travailleurs refusent ce type de politique. Les hommes politiques ont perdu leur tête et ont décidé de jurer de faire un serment de loyauté vis-à-vis des banques. Mais non, la démocratie, le suffrage universel, c'est viser l'intérêt général des populations et non pas l'intérêt général des banquiers. Mesdames et messieurs les parlementaires wallons, bruxellois, germanophones, vous qui n'avez pas encore voté, nous vous appelons à un sursaut de conscience. Réagissez, votez contre le traité budgétaire européen. Oubliez la discipline de parti et rejetez ce texte qui va condamner les régions, les communes, la population à l'asphyxie. Votez pour l'intérêt général et la démocratie, pas pour la dictature de l'austérité. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Voici des gens qui saignent. Voici des gens qui sont saignés. Voici des gens qui d'ordinaire sont rendus invisibles. De temps à autre, on les retrouve, écrits dans un journal, ou alors parlés dans une radio, ou télévisés sur un écran. En de rares moments, ils baissent. Le plus souvent, ils augmentent. Parfois aussi, ils explosent. Ces gens-là, personne ne s'y trompe, ne sont pas vraiment des gens, mais plutôt des chiffres. Ils n'ont pas de nom, pas de prénom. Et s'ils sont quelque part, c'est au chômage, territoire indistinct, seulement balisé d'activation, de formation ou d'exclusion. Un jour, j'ai vu marcher ces gens. Je les ai vus devenir visibles. Je les ai même vus faire un livre. Une de nos premières étapes, c'était de faire une marche. Alors pourquoi faire une marche? Faire une marche parce qu'on n'avait pas d'usine à occuper, on n'avait pas de temps qu'on pouvait arrêter pour faire grève. Et on s'est dit, rendons-nous visibles. Les chômeurs sont les invisibles d'une société. Ce qui a donné naissance au livre. On s'est dit, nous sommes en quelque sorte responsables de mettre des mots sur nos luttes, sur notre condition de travailleurs sans emploi. La société essaie de nous parler, de nous nommer. C'est à nous de mettre des mots sur quelle est cette souffrance sociale d'être inutile au monde.
Quelle est cette souffrance sociale d'être considéré comme quelqu'un d'exclu à insérer? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce livre? Ça nous apporte la visibilité. On existe. Et on dit que les gens privés d'emploi, les chômeurs, sont capables de rien, des glandeurs, ils ne se lèvent pas le matin, ils ne font rien de leur journée, ils passent leur temps devant la télé. Ben moi, je ne connais pas ce genre de personnes. On a tous envie de s'investir quelque part. Et quand on entend partout des glandeurs, des gens qui n'ont rien à faire, qui traînent, des paresseux, ils ne cherchent pas de travail. C'est pas qu'on n'en cherche pas, il n'y en a pas. D'ici le 1er janvier 2015, il y aura un peu de choses près, 30 000 personnes exclues totalement du chômage. Comment est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là? On les retrouve à la rue? On va les retrouver dans des camps, dans des tentes? Où est-ce qu'on va les retrouver? Ces gens-là ont des familles, ont des enfants, ont aussi quelque chose à eux. Là, maintenant, oui, mais après, ils n'auront plus les moyens de garder ce qu'ils ont. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Rien. Alors on arrive vraiment dans le paradoxe que des hommes et des femmes exclus du marché du travail, vivant des contrats de plus en plus précaires, qui ne donnent pas droit à ce qui s'appelait avant l'assurance chômage, que ces gens-là deviennent aussi responsables de leur propre sort. Ils sont responsables de ne pas s'insérer alors que l'emploi n'est pas là, invisible. Un jour, j'ai rejoint ces travailleurs privés d'emploi dans une marche qu'ils faisaient, en compagnie de travailleurs avec emploi. Je les ai vus marcher pour rendre visible l'invisible, tous les visages et les voix que la société voudrait reléguer à être inutiles au monde. Alors, j'ai marché avec eux pour dire, redire, marteler que le sort des travailleurs avec ou sans emploi est plus que jamais lié. J'ai marché avec eux pour être debout. J'ai marché avec eux pour qu'on arrête de nous saigner. Lundi dernier, nous avons fait une manifestation au niveau de Gosselies. C'est la commune où Caterpillar est situé. Et juste après City Nord, juste après les commerçants, on était dans le centre de Gosselies et on a vu c'est quoi la précarité, c'est quoi la pauvreté qui s'installe à grande vitesse dans notre région. On a vu des travailleurs sans emploi, exclus du chômage, tombés dans la misère, déconnectés de la vie. Et donc, ce n'est pas à ces gens-là qu'il faut en vouloir. Il faut en vouloir à ces politiques d'austérité qui sont menées ces dernières années, qui sont en train de basculer toute une série de travailleurs qui ont perdu leur emploi dans la misère. Il faut arrêter de culpabiliser ces travailleurs qui n'ont plus la possibilité de trouver du travail. Les politiques sont responsables de cette situation. C'est eux qui doivent changer, camarades. Ce n'est pas en période de crise qu'il faut accentuer la dégressivité du chômage, c'est-à-dire la diminution du chômage. C'est aller chercher l'argent là où il se trouve, dans la poche de ces multinationales. C'est là que l'argent se trouve. Je vais prendre l'exemple de Caterpillar, mais on pourrait citer d'autres entreprises comme Genk, comme Arcelor, comme Duferco, et toutes ces petites PME aussi qui ferment. Toutes ces entreprises ont eu énormément d'aides fiscales. Caterpillar, rien que pour 2011, c'est 17 millions d'euros d'aides fiscales d'intérêt national. Cette entreprise, que je le rappelle, et on n'arrêtera jamais de le rappeler, a fait un bénéfice record en 2012. 5 milliards de dollars de bénéfices. Et le même mois qu'ils annoncent ces bénéfices, ils veulent licencier 1400 personnes. Vous savez ce qui se passe chez ArcelorMittal, ce qui se passe chez Caterpillar, à Saint-Gobain, ce qui se passe partout. L'austérité, le gouvernement. Il y a un front d'attaque contre le social, contre les travailleurs, contre le peuple. Il faut qu'on fasse un front aussi important, beaucoup plus important, de solidarité. On doit se battre aujourd'hui, on doit tous entrer en mode combat, plus en mode discours, discussion. On doit aujourd'hui se dresser contre tous ces... Si on n'arrête pas ce qui est en train de se passer, on va tous passer à la trappe, les gars. Hein. Et on va se retrouver comme il y a 50, 60 ans d'ici. Hein. On ne peut pas permettre ça et on doit se battre à fond, tous ensemble aujourd'hui.
La précarisation des travailleurs sans emploi, elle se fait bien entendu par la diminution de leurs allocations de chômage avec la dégressivité. Mais elle se fait aussi, je l'ai dit, par le fait qu'au 1er janvier 2015, près de 30 000 chômeurs, vous m'avez bien entendu, 30 000 chômeurs seront exclus des allocations de chômage dans ce pays sous prétexte que ça fait 3 ans qu'ils seront au chômage. La dégressivité, c'est très simplement 50 à 200 € par mois en moins pour chacun des travailleurs qui seront touchés par la dégressivité. 3 grandes mesures qui vont toucher chacune des dizaines de milliers de personnes dans les mois ou les années à venir. On a d'abord les allocations de chômage donc basées sur un salaire. Les personnes qui ont travaillé assez longtemps pour avoir droit au chômage vont voir leur allocation réduire beaucoup plus rapidement qu'auparavant et quelle que soit leur situation de famille, vont se retrouver avec un revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté. Ça concrètement, ça va toucher 150 000 personnes dans les mois qui viennent. Deuxième mesure, il y a la limitation dans le temps des allocations d'insertion. Donc ce sont des allocations qu'on obtient sur base des études, qui sont maintenant limitées à 3 ans selon la situation de famille. Là, on rentre un peu dans le technique, mais en pratique, ça va donner au 1er janvier 2015 30 000 exclusions définitives du droit aux allocations de chômage. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement a instauré une allocation de fin de droit pour tous les chômeurs de ce pays après 2 ou 3 ans. Et cette allocation de fin de droit, elle est de l'ordre de 800, 500 ou 450 € lorsqu'on est cohabitant, c'est-à-dire qu'elle est égale au minimex. À quoi ça sert de vivre dans un pays où on déclare qu'il y a un seuil de pauvreté à respecter quand tous les chômeurs du pays, on les envoie sous ce seuil de pauvreté? Et alors la troisième mesure qui, elle, est encore à plus long terme, c'est ce qu'on appelle la détérioration des périodes assimilées. Donc qui, en gros, avant un travailleur qui tombe au chômage, ses années de chômage étaient assimilées sur base de son dernier salaire. Maintenant, une fois qu'il sera au forfait, donc à ce forfait inférieur au seuil de pauvreté, ces années-là seront assimilées sur base de ce qu'on appelle le droit minimum, ce qui, par exemple, sur une carrière de 35 ans de travail et 10 ans de chômage pourrait donner, selon l'ancien salaire, etc., des pertes allant jusqu'à 100, 150 € par mois de pension en moins. Donc ça veut dire des montants de pension tout à fait ridicules, bien en dessous du seuil de pauvreté. Bien en dessous, puisque déjà une pension sur 3 est inférieure au seuil de pauvreté à l'heure actuelle, donc évidemment, tu as crainte que ça ne fasse qu'empirer. Venir dire qu'il suffit que les chômeurs n'aient plus 900, mais 800 ou 750 € par mois pour qu'enfin ils cherchent du travail, c'est une injure à 2 millions de personnes qui dans ce pays sont en chômage, cherchent du boulot et ne sont pas heureux de vivre avec 900 € par mois. Quand on doit vivre avec 900 € par mois, on n'est pas heureux et la fin du mois, elle commence le 10 ou le 15 de chaque mois. Et les conséquences de ces mesures dans les mois qui viennent, c'est quoi? C'est énormément de gens qui ne seront plus payés leur loyer, qui auraient d'énormes difficultés pour s'alimenter ou pour se soigner. Donc ils vont se retrouver d'une situation, je vais dire, de dignité plus ou moins convenable à une situation de précarisation difficile à assumer. Donc ils vont devoir soit recourir aux familles, soit à des secours extérieurs pour s'alimenter ou autres. Donc ça veut dire quelque part aussi que la dignité des gens en prend un sérieux coup. Là je suis au chômage suspendu pour le moment. Donc je me retrouve au CPAS avec un taux de 800 € parce qu'au CPAS, quand on paye une pension alimentaire, on ne se retrouve pas en tant que chef de ménage. Donc on perd près de 200 € déjà rien que comme ça. Et heureusement que j'ai beaucoup de familles qui m'aident. Je vais manger chez l'un, je vais manger chez l'autre. Je suis obligé de courir partout. Et c'est comme on dit, trouver du boulot avec 800 €. Quand on paye son loyer, sa bouffe. Et les déplacements, on peut pas, on est obligé de rester chez soi, on se renferme parce qu'on n'a pas d'argent. À partir du 1er juillet, je vais perdre 150 € par mois d'allocation de chômage. C'est-à-dire qu'il faut se limiter partout. À la fois dans ses achats culturels, à la fois il faut espérer qu'on n'ait pas de tuiles vis-à-vis d'une machine à lessiver, d'une cuisinière, de ne pas tomber malade, parce que ça importe. Et voilà, ça va être vraiment une surveillance de tous les jours de son budget. C'est vraiment calculé, surveillé, au centime près, au cent près, pour pouvoir quand même continuer à vivre décemment. À la maison, c'est des primes, il n'y a rien à faire. Hein. Là, je suis à la maison, je me fais chier toute la journée, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, si, on va me dire, bah, vous avez du temps pour aller chercher du boulot. Et je ne sais pas comment aller le chercher. Alors. Et puis même après, j'ai pas de transport, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, je peux pas me le permettre.
C'est 1000 € le permis, on en touche 800, on doit en taper. Je sais pas où on peut faire des économies, j'arrive déjà pas. Moi, le 7 ou le 8, j'ai déjà plus d'argent. Le 7 ou 8, j'ai plus un rond. Pour moi, ce n'est pas justifié, parce qu'il y avait moyen de trouver d'autres ressources que de diminuer les allocations de chômage. Il y a moyen de taxer à la fois les profits et les fortunes, et les entreprises qui, eux, échappent souvent beaucoup et régulièrement à l'impôt. Si on faisait du vrai travail là-dessus, je pense qu'il n'y avait pas besoin de s'attaquer au social. Bon, le plus simple, évidemment, on est toujours les plus faibles et on s'attaque aux plus faibles. Donc voilà, leur logique, c'est on écrase. En même temps, ça fait pression sur les ouvriers. Ils en ont peur de plus en plus, ils vont accepter des conditions de travail de plus en plus infâmes, des heures supplémentaires non payées, c'est une catastrophe sociale. Ça permettra de faire pression sur le monde du travail pour attaquer d'autres thématiques qui sont le droit du travail et notamment des conquis sociaux ici en Belgique, les préavis pour les employés et autres. Donc il s'agit bien d'une stratégie plus vaste qui ne concerne pas uniquement la Belgique mais l'Europe, mais qui ici nous fait chuter drôlement au niveau des acquis conquis sociaux. Parce qu'on n'a rien sans rien, ça en devient sérieux, sans rire. Combien de personnes par jour s'enfoncent, s'enferment dans un puits sans fond, s'en vont, laissant vide pour leur semblable. Trop d'émotions, trop de pression dans les artères, c'est par terre que se retrouvent ceux qui ne sont pas parfaits. Parmi tous ces gens, combien se relèvent? Parmi tous ces gens qui savent qu'ils possèdent un glaive. Rien n'est acquis, l'esprit reste couleur kaki, les yeux s'écarquillent quand la vie nous taquine. Armés, désarmés, les âmes sont condamnées. De part et d'autre du monde, ça pue le raz-de-marée. Le ras-le-bol est général, les bénévoles sont gérés mal. C'est la course au bénéfice qui fait toujours le plus mal. Le plus de dégâts, le plus de débris. Dans la cour de la connerie humaine, y a pas de répit. On bousille l'air clair, bousille l'air pur. Coup de tête dans l'oxygène qu'on respire. Restez planté là, alors que le temps tu l'as. Le talent tu l'as, alors qu'attends-tu là?